Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais évidemment remercier Marianne, Pétello, Marion et Louis pour leur invitation et pour l'organisation du colloque. Je voudrais également remercier l'Université de Nouméa de Nouvelle-Calédonie, qui nous accueille aujourd'hui. Je suis très honoré d'être parmi vous et d'avoir le privilège de m'exprimer devant une aussi belle assemblée de professionnels de musées, de chercheurs et de chercheuses. Alors, pour débuter, je vous propose de vous raconter brièvement comment je suis arrivé devant vous aujourd'hui. Moi qui ne suis ni muséologue, ni anthropologue, ni historien de l'art. On ne m'entend pas ou je parle trop vite. Qu'est-ce que se passe? Plus lentement? Plus lentement. Très bien, pas de problème. Je disais donc que je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Alors, j'ai 42 ans, je suis né au début des années 80 dans un milieu populaire en région parisienne, en France métropolitaine, ou devrais-je dire dans l'Hexagone. Ma famille est à la fois un peu singulière et tout à fait banale. Mes ancêtres ont quitté la Sicile à la fin du 19e siècle pour s'implanter en Tunisie, qui est alors un protectorat français. Mon père est né à Tunis en 1957, un an après l'indépendance du pays, et il est arrivé dans l'Hexagone au début des années 60. Le premier mari de ma sœur est antillais, ce qui fait qu'il est le père de mes deux neveux et d'une de mes nièces. Et leur héritage culturel et social associe donc la Sicile, la Tunisie, les Antilles et la France. Alors pourquoi je vous raconte ceci aujourd'hui? Eh bien, l'histoire personnelle de ma famille, dans toute sa complexité, dans ses ruptures et ses déracinements, elle est, comme pour beaucoup d'autres, intimement liée à l'histoire de France avec un grand H, à son histoire coloniale, à son histoire esclavagiste, et à celle sur laquelle le pays a bâti sa richesse. Je vais vous raconter un peu mon parcours professionnel également. Comme le disait Guillaume en introduction, j'ai donc un master en sciences et techniques de l'exposition de l'Université Paris-Sorbonne. Et j'ai fait toute ma carrière dans le secteur culturel, des plus petites structures jusqu'au musée du Quai Branly, où j'ai travaillé entre 2012 et 2019. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré Marianne et que nous avons collaboré pour la première fois. À l'époque, j'administrais les réseaux sociaux du musée. C'est pourquoi j'étais en première ligne sur les demandes de restitution qui ont émergé sur Facebook et sur Twitter. On n'avait pas encore Instagram et alors TikTok n'existait pas à l'époque. C'était bien avant le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017 et avant le rapport Sarr-Savoy sur les restitutions en 2018. Dès 2016, j'ai donc commencé à recueillir des messages qui demandaient la restitution des objets d'art, de la part principalement de personnes afrodescendantes, parfois des personnes fermement militantes, et parfois de simples, entre guillemets, visiteurs et visiteuses. À chaque fois, je transmettais des comptes rendus à ma hiérarchie, et à chaque fois, la réponse était la même. Pas de commentaires, pas de réponse, on n'en parle pas. Alors, c'est un enjeu de communication institutionnelle qui mériterait une conférence entière, mais ça n'est pas notre sujet, mais on pourra peut-être en parler si vous voulez dans les échanges plus tard. En 2018-2019, j'ai bénéficié d'un congé de formation qui m'a permis de suivre à temps partiel le master de journalisme du CELSA. J'ai ensuite quitté le musée à la veille du début de la pandémie pour devenir journaliste indépendant. C'était évidemment pas le meilleur moment pour le faire, mais il se trouve que c'est ce qui s'est passé. Je suis par ailleurs membre de l'AJL, l'association des journalistes LGBTI, qui travaille à une meilleure visibilité et un meilleur traitement des thématiques queer et LGBT dans les médias. Et j'en reparlerai cet après-midi lors de l'atelier pour les personnes qui y sont inscrites. En 2022, j'ai créé la newsletter La Botte de Champollion qui me permet de couvrir la décolonisation des musées, leur héritage colonial et esclavagiste, et l'ensemble des sujets connexes, le racisme, les politiques de diversité et d'inclusion, et l'accessibilité. J'ai lancé cette newsletter parce que je ne voyais pas autour de moi de médias qui traitent du sujet. Alors, certes, les grands quotidiens comme Le Monde, le New York Times ou le Guardian sont de plus en plus attentifs à ces questions aujourd'hui. Et les médias professionnels comme le quotidien de l'art le sont également, commencent à s'y intéresser. Mais il n'existe pas, à ma connaissance, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il n'existe pas de médias qui traitent de la décolonisation des musées en français. Au final, l'ensemble de ces questions s'articule autour de dynamiques de pouvoir qui s'établissent entre des populations en situation de force
et des populations méprisées, entre des institutions et leur public, mais aussi entre des institutions et des communautés mal ou sous-représentées. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur mon point de vue et sur le point de vue en fait, depuis lequel je vous parle, je vous propose de définir un peu davantage le cadre de mon intervention aujourd'hui. Alors, dès le XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, le développement économique de l'Europe et de l'Amérique du Nord, d'abord marchand puis industriel, a accompagné le développement des musées. De nombreuses institutions ouvrent leurs portes à cette période. Le British Museum en 1753, le Louvre en 1793, le Prado à Madrid en 1819, l'Australian Museum de Sydney en 1827, la Smithsonian Institution à Washington en 1846, ou encore le Rijksmuseum à Amsterdam en 1885. Alors de fait, l'histoire de ces institutions est intimement liée aux conditions matérielles d'acquisition et de production des objets collectés. Les conquêtes coloniales, le commerce triangulaire et les imaginaires que le vieux continent a projetés sur l'Afrique, l'Asie, l'Océanie et les Amériques font partie des mécanismes de sélection qui ont permis la constitution des collections, dans une relation asymétrique qui unissait alors l'Europe et les continents qu'elle a colonisés. Or, ces dernières années, une part croissante d'établissements se pose la question de son héritage colonial, à la fois dans le discours porté par l'institution et dans ses pratiques internes. Dans l'Hexagone, plusieurs musées d'histoire traitent frontalement du passé esclavagiste à l'échelle locale. Je pense notamment au musée de la façade atlantique, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, souvent en raison de la nature même de leur collection. En Europe, certains vont aborder timidement la question comme le British Museum, d'autres un peu plus franchement comme le Rijksmuseum, nous allons le voir un peu plus tard. Ailleurs dans le monde, d'autres vont encore plus loin en s'engageant clairement dans une démarche de décolonisation, voire d'autochtonisation, on reviendra sur ce terme, comme le musée McCord-Stewart de Montréal. Enfin, alors que de nombreuses procédures de restitution d'objets acquis dans un contexte colonial sont en cours actuellement, le secteur porte également un intérêt croissant à la recherche de provenance. J'en veux pour preuve la multiplication des postes dédiés à la recherche de provenance, comme celui du musée du Quai Branly qui a été créé en 2021, ou celui de la Philharmonie dont le recrutement est actuellement en cours. La Philharmonie, musée de Cité de la musique, à Paris. On observe également le développement des formations dédiées, comme à l'Université Paris-Nanterre en 2022, ou encore à l'École du Louvre. Une spécialisation du master muséologie vient d'ouvrir cette année-là, il y a quelques semaines à peine. Alors toutes ces dynamiques font écho... je ne sais pas comment est-ce qu'on met le truc en dessous. Pardon. Est-ce que je peux descendre la barre en bas? Oh, en drag and drop. Ah, mais oui, c'est génial. Voilà, pardon, ce sera mieux. Excusez-moi. Donc disais-je, ces dynamiques font écho au changement de définition des musées par l'ICOM avant l'adoption de la nouvelle version en 2022. Les débats qui ont précédé cette adoption ont mis en évidence les tensions qui existaient au sein de la communauté professionnelle entre, d'un côté, les partisans d'une vision plutôt progressiste et inclusive des musées, orientée vers les publics et le rôle social des institutions, et de l'autre, les tenants d'une approche plus traditionnelle, centrée sur les missions fondamentales du musée, telles que la collecte et la conservation. Bon, j'en suis bien conscient, je caricature un peu, enfin je simplifie le débat. Alors, j'ai affiché la définition du musée, mais je ne prendrai pas ici le temps de l'analyser en détail, d'autant plus que Tarissi Vounidilo est revenu sur la définition hier. Mais je vous propose à mon tour de souligner quelques points que j'en retiens. Cette nouvelle définition marque donc la volonté des pays membres de l'ICOM d'aller vers plus d'accessibilité, plus d'inclusivité, plus de diversité, et d'accorder davantage de place aux communautés et à leur participation à la vie de l'institution. Bien sûr, il s'agit d'un signal fort après 3 ans de discussion pour parvenir à ce consensus, mais il me semble qu'il reste à savoir encore comment les musées vont s'emparer de cette définition dans les années à venir. Parce que s'engager sur le chemin de la décolonisation nécessite une distance critique, une démarche réflexive que tous les établissements ne sont pas encore prêts à adopter. Il s'agit donc de revenir sur leur histoire, leurs pratiques et leur culture professionnelle, mais on va y revenir dans un instant. Il me semble également que les musées doivent se soumettre à une exigence de transparence qui est réclamée à la fois par les publics et par une part croissante des agentes et des agents.
En parallèle aux échanges au sein de l'ICOM, à l'été 2020, après la mort de George Floyd, un homme africain-américain assassiné par la police, plusieurs mouvements de contestation réclament au musée des pays dits occidentaux de se positionner sur le racisme systémique. Alors les réactions des institutions vont varier. On va avoir certaines qui acquiescent timidement. Beaucoup, notamment en France, ne se sentent pas concernés par les questions d'actualité. C'est littéralement ce qu'on m'a répondu lorsque j'ai écrit un article sur le sujet dans un média qui s'appelle Slate.fr. Mais quelques-unes s'engagent. À cette occasion, l'ICOM va publier, voilà, une tribune ambitieuse que vous voyez s'afficher ici. Je ne vais pas la lire en détail, mais comme vous pouvez le voir, j'ai souligné quelques points en gras, donc le gras c'est ajouté par moi-même. Donc, quelques éléments. Les musées ne sont pas neutres, ils ne sont pas séparés de leur contexte social, des structures de pouvoir et des luttes de leur communauté. En tant qu'institution respectée par nos sociétés, les musées ont la responsabilité et le devoir de lutter contre l'injustice raciale et le racisme anti-noir. Là encore, oui, je vous l'ai dit, je ne vais pas l'étudier en détail, mais j'observe qu'elle interroge la neutralité des musées et elle les met face à leurs responsabilités sociales. Or, cette question n'est pas nouvelle, comme vous pouvez le voir avec ici l'initiative Museums Are Not Neutral, qui a été créée en 2017 aux États-Unis par Latanya S. Autry et Mike Moraski. Latanya Autry est médiatrice culturelle et elle raconte qu'elle a longtemps été la seule personne non blanche dans son environnement professionnel et que lorsqu'elle proposait des actions de médiation ou de programmation sur les injustices raciales ou sur le racisme, on lui répondait qu'elle, je cite, n'était pas objective car elle était trop impliquée. C'est d'ailleurs la même chose qui est répondue aux journalistes de l'association l'AJL, donc l'association des journalistes LGBT dont je fais partie, comme je vous le disais. On va reprocher aux personnes concernées de ne pas être objectives. On ne leur reconnaît pas leur expérience comme un savoir, comme une compétence. Et la question que je vous pose actuellement, alors, c'est qui, à votre avis, décide de l'objectivité? Qui décide de la neutralité? Justement, en écho à la fois à la définition du musée par l'ICOM et à cette initiative, j'aimerais vous citer une personne qui vous est évidemment bien familière, c'est Emmanuel Casarérou, l'actuel président du musée du Quai Branly. Dans l'ouvrage Le sens de l'objet que certains et certaines d'entre vous ont récupéré hier lors de l'ouverture du colloque, puisqu'on avait le choix entre plusieurs ouvrages, il revenait sur cet ouvrage revenait sur la question de la définition des musées. Et Emmanuel indiquait ceci, donc là encore je ne vais pas tout vous lire, je vous laisse apprécier. Mais ce sur quoi j'aimerais insister là-dessus, pour résumer son propos brièvement, il pointe en fait l'ethnocentrisme de l'idée de musée, en précisant que certaines communautés en Océanie ont rejeté ce concept comme un concept étant européen et donc inopérant dans l'espace océanien. De fait, l'idée de conserver des objets en vitrine ou dans des petites boîtes, ça n'a rien d'universel. Bien des peuples dans le monde envisagent leur culture à travers d'autres outils, d'autres modes de pensée. Ce qui m'amène ici à définir ce que j'entends par décolonisation pour la suite de cette intervention. Alors, étymologiquement, il s'agit d'un processus par lequel les pays ou les territoires colonisés accèdent à leur indépendance ou à un autre statut souverain, parfois dans des conditions violentes. Elle commence dès le XVIIIe siècle pour les Amériques, mais c'est surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le processus va s'accélérer. Les années 50 et 60, d'ailleurs l'année 60 elle-même, est l'année où la majorité des pays africains obtiennent leur indépendance. Maintenant, dans une perspective de sciences sociales, si on réfléchit à l'idée de décoloniser la pensée, décoloniser la recherche, décoloniser les savoirs, on pourrait dire qu'il s'agit finalement de déconstruire les dynamiques de pouvoir qui s'établissent entre les anciens empires coloniaux et les territoires anciennement colonisés, et qui vont perdurer dans la société actuelle. Si on la décline au musée, l'idée c'est de reconnaître que les institutions culturelles, les institutions patrimoniales plus précisément d'ailleurs, doivent ont un héritage colonial et esclavagiste. Je vous donne 3 exemples rapidement. Plusieurs bâtiments qui hébergent aujourd'hui des musées en Hexagone
Par exemple, le Louvre, Versailles, de nombreux palais ont été construits dès le XVIIe siècle grâce à la richesse de la France, une richesse qui était elle-même bâtie sur le commerce triangulaire et l'esclavage, puis ensuite sur les colonies. Deuxième point, les collections de plusieurs musées proviennent en partie des guerres de conquête et des guerres coloniales. On pense à plusieurs collections archéologiques, encore une fois celle du Louvre, mais pas uniquement. Également le musée de l'armée. Bon, ça c'est un classique, hein. On fait la guerre, on se bat, on a gagné, on récupère tout ce qu'on veut et on repart avec. Troisième et dernier point ici, les collections de certains musées s'inscrivent dans les mouvements intellectuels et artistiques qui sont empreints de la pensée coloniale et raciste. Par exemple, je vous donne comme exemple l'orientalisme au musée d'Orsay, ou les musées d'art moderne avec le cubisme et le surréalisme, qui ont puisé dans ce qu'on appelait encore il n'y a pas longtemps les arts premiers, avec des guillemets. Enfin moi en tout cas je mets des guillemets. Alors j'aimerais vous citer ce passage de l'introduction du guide Supporting Decolonization in Museums de la Museums Association de Grande-Bretagne. Donc la décolonisation suppose de réinventer la manière dont les musées fonctionnent, avec qui nous travaillons et ce à quoi nous accordons de la valeur. Elle couvre toutes nos pratiques professionnelles et elle offre un cadre permettant d'améliorer l'accompagnement des personnes et des institutions. C'est une activité collective qui peut être brouillonne, stimulante, créative et parfois même émotive. La décolonisation est conduite par un désir de justice et d'équité. Elle vise à rééquilibrer les pouvoirs et les représentations en mettant de côté la perception biaisée de l'histoire et de la société telle que racontée par les nations colonisatrices. La traduction, c'est de moi. A priori, je pense que ça tient à peu près le coup, mais je vous invite à aller voir cet ouvrage, enfin ce guide. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que la Museums Association montre combien la décolonisation est un processus complexe, multiple, qui peut s'envisager par bien des aspects, donc par diverses portes d'entrée, et qui concerne tous les domaines de la vie des musées. Alors, bien entendu, il est difficile de parler de décolonisation sans parler de restitution. Comme je le disais tout à l'heure, ces 5 dernières années, on observe une augmentation du nombre de procédures de restitution, qu'elles aient abouti ou qu'elles soient encore en cours. Ces procédures sont une étape incontournable de la décolonisation des musées. Sans les restitutions, nous ne parviendrons pas à rééquilibrer la balance entre les pays anciennement colonisateurs et les pays anciennement colonisés. Comme le dit l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, donc co-autrice du rapport Sarr-Savoie, les restitutions peuvent être envisagées joyeusement, et non pas comme une punition, mais plutôt dans la perspective de nouveaux échanges, de nouvelles dynamiques entre les pays. Alors on pourrait longuement parler des restitutions, d'ailleurs j'aurais pu consacrer l'essentiel de ma conférence à ça. De fait, de nombreuses ressources y sont consacrées. J'ai vu par exemple que l'American Alliance of Museums a publié un nouveau référentiel sur le sujet la semaine dernière. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer plutôt 3 pistes de réflexion sur ce que pourrait être un musée sur le chemin de la décolonisation. Alors je ne dirais pas que ce sont 3 choses faciles que vous pouvez directement mettre en place dans vos établissements, hein. Mais ce sont des pratiques que j'ai observées dans le cadre de ma veille en Europe, en Amérique du Nord et plus récemment en Australie. D'ailleurs, pour rebondir sur la question que Emmanuel Tjibaou a posée hier à Magali Dufaux, il me semble qu'il est important que je précise que l'essentiel de mon travail se concentre pour le moment sur des exemples provenant de pays anciennement colonisateurs. J'ai un peu l'expérience des États-Unis et du Canada, qui sont dans une situation différente, mais voilà, globalement, ça reste quand même le cœur de mon travail. Pour le moment, c'est basé sur l'Europe. Forcément, tout cela conditionne mon travail et conditionne mon regard et ce que je vais vous présenter. Alors ces pistes, les voici. Oh, c'était une slide que j'ai oubliée. Ces pistes, les voici. Rassurez-vous, je vais préciser, hein, c'est pour le teasing, mais vous avez donc les intitulés. Donc il s'agit d'un musée réflexif, un musée décentré du regard européen et le musée d'une expérience située. Vous verrez que ces 3 pistes sont interconnectées et certains exemples que je vais vous montrer ici peuvent répondre à une ou plusieurs de ces différentes catégories. Alors un musée réflexif comme première piste. J'emploie ici le terme réflexif au sens qui lui a été donné dans les sciences humaines et sociales. Il s'agit de l'aptitude pour une chercheuse ou pour un chercheur à s'intégrer dans son propre terrain d'étude en adoptant une distance critique sur ses propres pratiques, sur sa propre culture et sa propre histoire. Si on la décline au musée, il s'agirait pour les institutions d'être en mesure de se prendre elles-mêmes comme sujet d'étude, par exemple en travaillant à une meilleure contextualisation des objets exposés, ou à travers un accrochage problématisé de leur histoire et de l'histoire de leur collection. Il ne s'agit d'ailleurs de rien d'autre que de satisfaire à l'une des missions des musées,
la rigueur scientifique qui leur est demandée. C'est pas très grave, je vous ai spoilé la suite, mais anyway. Donc les musées sont par nature des institutions de science et de connaissance. Par conséquent, ils sont souvent envisagés comme des lieux où un savoir confirmé est diffusé. Or, être en mesure de dire « on ne sait pas », on s'est trompé, on ne le referait pas comme ça aujourd'hui. En un mot, faire preuve d'humilité, c'est quelque chose que tous les musées ne font pas. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire de généralité. Il y a des cultures muséales et même des cultures muséologiques qui diffèrent de pays à pays et de région en région. Mais à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai peu vu dans ma veille. Là encore, donc, c'est une exigence de précision scientifique, tout simplement. Raconter les faits tels qu'on les connaît, en assumant parfois les erreurs du passé. Alors, je vous montre un premier exemple qui vient de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles. Il possède la plus grande collection de dinosaures en Europe, mais ce n'est pas le sujet. Malheureusement, j'aurais bien voulu vous en parler plus, mais on peut en parler après si vous voulez. Et à mon sens, c'est vraiment un musée qui est exemplaire en matière de médiation culturelle et de médiation scientifique. C'est aussi un de mes musées préférés au monde, mais ça reste entre nous. J'ai sélectionné donc 2 exemples parmi les nombreux exemples possibles venant de ce musée. Sur la slide actuelle, vous voyez une vitrine que je présente régulièrement dans mes cours et dans mes interventions. On y apprend que par le passé, les équipes du musée ont chassé des groupes entiers de gorilles pour assembler seulement 1 ou 2 individus naturalisés. Donc on voit un gorille et on se dit c'est sans doute une seule pièce, c'est un individu qui a été tué puis naturalisé, voilà. Eh bien non, pas du tout. Il y a des morceaux qui viennent de plusieurs individus, donc on chasse plusieurs dizaines de gorilles. Slide suivante, on voit un cartel et un bocal qui présentent une sorte de reptile d'une espèce rare, dont un scientifique en fait, du musée a capturé 55 individus, ce qui d'ailleurs a mis quasiment en danger cette espèce rare, puisqu'elle est rare. Et ici, le musée fait preuve d'humilité en indiquant qu'encore aujourd'hui, l'institution ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et également, elle indique qu'il ne serait sans doute pas possible de se comporter de la sorte aujourd'hui. Alors, ce qui me semble important de souligner ici, c'est la pertinence de montrer la recherche en train de se faire, comme une sorte de work in progress. C'est-à-dire qu'en termes de médiation scientifique, le musée explique sa démarche, il explique son fonctionnement, avec transparence et pédagogie, sans prendre les publics de haut. Par ailleurs, hier, Marine Vallée et Guillaume Moll ont insisté sur l'importance d'utiliser la langue marquisienne dans les cartels du musée de Ouahuka. J'espère que j'ai pas... C'est bon. Comme un vecteur d'identité et d'inclusion. J'attire votre attention ici sur les... Oh, pardon. On va revenir ici. J'attire votre attention ici sur les 4 langues du cartel qui est ici. Donc il faut savoir que l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique a l'intégralité, je dis bien l'intégralité, de tous ses contenus en 4 langues, français, anglais, espagnol et néerlandais. Français, anglais, allemand et néerlandais, pardon. Alors bien sûr, on va dire oui, c'est la Belgique, c'est au pied du quartier européen, etc. Mais choisir de mettre des langues, et d'en mettre plusieurs, et l'intégralité, encore une fois, j'insiste, c'est aussi un choix, politique, en termes d'inclusion et d'accessibilité. Exemple suivant, What's the Story du Tropenmuseum à Amsterdam. Donc, le Tropenmuseum d'Amsterdam, c'est un musée qui est l'héritier des musées coloniaux. Les Pays-Bas ont été présents à travers plusieurs comptoirs un peu partout dans le monde, notamment au Suriname et en Amérique du Sud, donc, et en Indonésie. L'accrochage que vous voyez ici est constitué de 4 zones, je dirais. Il est installé dans une vaste salle au début de la visite. Donc on y voit une maquette du bâtiment que vous voyez en bas à droite, qui raconte une partie de l'histoire de l'institution. On y voit 2 larges vitrines. Vous en voyez une à droite de l'écran, qui expose des objets issus des collections, tout simplement, des vitrines plus standards, je dirais. Au mur, on a une vaste infographie qui combine à la fois l'histoire de l'institution, la répartition géographique des collections et le nombre de pièces par région ou par pays. Vous le voyez ici à gauche, en haut. On trouve également une FAQ, donc une foire aux questions, qui aborde sans détour les questions qui fâchent, c'est-à-dire l'origine et les conditions d'acquisition des collections, la question des restitutions, la question des restes humains, etc.
Là encore, il me semble qu'il est assez rare de voir présenter ainsi, avec franchise et avec pédagogie, l'histoire de l'institution et de ses collections dans les espaces. Et j'insiste là-dessus, puisque ce sont des sujets qu'on voit parfois dans les sites web. Plusieurs institutions racontent leur histoire sur leur site web, mais dans l'espace même du musée, ce n'est pas toujours le cas, et avec autant, je trouve, de soin et d'efficacité. Prochain bloc dans le musée réflexif toujours. Il faut savoir que dans les musées d'art, on va dire, souvent l'histoire de l'art et l'histoire des techniques va être présentée en oubliant, je mets des guillemets, de mentionner les conditions matérielles de production des œuvres et des objets. Or, pour de nombreuses périodes, ces conditions de production, elles sont liées à l'exploitation des ressources naturelles, les matières premières, leur extraction, leur transformation, et à l'exploitation des personnes, les esclaves, des domestiques ou des classes ouvrières, selon les périodes de l'histoire. Mais également les épouses, les concubines et les maîtresses des artistes masculins. Dans une perspective de décolonisation des musées, il me semble indispensable de ne pas faire l'impasse sur ces conditions matérielles de production chaque fois que c'est nécessaire. Il ne s'agit pas d'ajouter des informations non pertinentes pour le plaisir de pimenter le propos, mais il s'agit vraiment de rappeler que ces œuvres sont le résultat d'un contexte de création bien précis, qu'elles ne naissent pas hors de toute réalité matérielle et sociale. Et là encore, il ne s'agit encore que de répondre aux missions des musées. Alors, pour illustrer cet exemple, ce point, je vous propose l'exemple suivant. Il s'agit du Rijksmuseum d'Amsterdam. La brochure que vous voyez s'afficher à l'écran réunit 77 notices autour de l'esclavage. Ce document et ces cartels ont été placés en 2021 dans le cadre de l'exposition temporaire Rijksmuseum and Slavery, donc le Rijksmuseum et l'esclavage, puis ont été pérennisés dans le cadre du parcours permanent. On y trouve 2 entrées pour chaque pièce. À gauche, l'approche esthétique et historique de l'objet. À droite, le contexte esclavagiste des Pays-Bas à l'époque. Cette démarche va permettre de compléter l'histoire de l'art, qui ne se contenterait que de raconter une histoire des styles, par une mise en perspective sociale, économique et même politique. Plus globalement, c'est toute la pertinence de l'accrochage du Rijksmuseum que je trouve intéressante et que je vous recommande, puisqu'il présente ses collections sur un parcours exclusivement chronologique, en associant les beaux-arts, les objets d'art, les objets décoratifs et les objets techniques, loin d'un classement habituel par département, comme on trouve dans beaucoup de musées d'art. Cet accrochage permet de faire dialoguer les pièces, on reviendra sur le dialogue des pièces tout à l'heure, et d'établir des passerelles entre l'histoire de l'art, l'histoire des techniques et l'histoire sociale. Prochain exemple, le Brooklyn Museum de New York. Le Brooklyn Museum est également, comme je le disais tout à l'heure, un exemple en termes de médiation culturelle. Bon, c'est aussi un autre de mes musées préférés au monde. Il n'y en a pas de troisième, je vous le dis tout de suite, mais en tout cas, je vous ai montré les 2 que j'adore. Le musée a placé la transparence, l'accessibilité et l'inclusion au centre de son projet culturel, et on le ressent dans la visite. Alors, vous voyez ici un portrait de George Washington et son cartel. Celles et ceux parmi vous qui ont assisté à la conférence au Centre Djibaou la semaine dernière pourront constater que j'ai changé le cartel puisque je m'étais trompé. Voilà, j'avais pas mis le bon cartel avec la bonne œuvre. En gros, il y a 2 portraits de George Washington qui sont présentés. Dans celui-ci, on vous raconte que Washington, bien qu'il est advocate, je crois, qui est indiqué, qu'il est milité, on va dire, pour simplifier, pour la fin de l'esclavage, lui-même possédait jusqu'à 300 esclaves. Avant de devenir le premier président des États-Unis et même pendant sa mandature. Voilà, ça c'est les 300 esclaves, ce chiffre-là, c'est l'autre cartel qui l'indique. Je trouve que cette mise en perspective sur les conditions de vie de Washington sont intéressantes, puisque ça reste quand même l'un des pères fondateurs de la nation états-unienne. Et voilà, ça éclaire aussi d'une autre lumière, ça complète le storytelling autour de George Washington. Alors, par souci de concision, j'ai choisi de ne pas vous montrer d'autres exemples du Brooklyn Museum, mais il y en a beaucoup d'autres. Et les choix... Bon, pardon, je ne vais pas boire. Les choix qui ont été faits par le musée pour présenter, par exemple, les momies égyptiennes sont très intéressantes. On pourra peut-être en parler dans les questions ou plus tard, si vous le souhaitez, pour d'autres raisons.
Exemple suivant, le diorama de la rencontre entre Peter Stuyvesant, je ne sais pas le prononcer, je suis désolé, et le peuple Lenape à l'American Museum of Natural History. Donc on reste aux États-Unis. Ce diorama en fait montre la rencontre entre le gouverneur, donc Peter Stuyvesant, et les populations Lenape qui occupaient l'actuel emplacement de la ville de New York. D'ailleurs, non, c'est pas du tout la ville de New York, c'est la presqu'île de Manhattan, plus précisément, en 1660. Comme vous le savez peut-être, la MNHH, je vais dire juste la MNH, pour aller plus vite, est connue pour ses dioramas qui sont splendides lorsqu'ils montrent des animaux dans leur environnement, mais en revanche un peu plus malaisants lorsqu'ils montrent des populations humaines. Alors ici, des encadrés ont été rajoutés sur la vitrine. Vous pouvez en voir certains sur les slides qui est ici tout à droite et également en haut à droite. Ces encadrés vont pointer en fait la véracité des vêtements pour les colons néerlandais, mais les approximations pour les autochtones. Vont mettre en évidence également l'absence de femmes dans cette scène, parce que c'est bien connu, visiblement tout ça, il y avait que des gars et il n'y a pas besoin de femmes. Également des éléments matériels comme l'architecture ou comme la culture du tabac. On a également 2 cartels qui sont placés sur les côtés du diorama qui apportent des éléments contextuels sur son installation en 1939 pour l'un et sur l'ancrage des populations Lenape dans l'autre. Alors hier, Claire Brizan nous incitait à critiquer le vocabulaire employé, à interroger les sources, à interroger les émetteurs et les destinataires des rapports coloniaux qu'elle évoquait. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a un véritable travail pour interroger les choix qui ont été faits par le passé, en 1939, lors de l'inauguration de ce diorama. Le musée ici indique qu'il est conscient des représentations biaisées, voire carrément racistes, des populations autochtones, qu'il y travaille, et cette installation est un exemple de cette démarche. Bloc suivant, un musée décentré du regard européen. Là, donc, c'est la deuxième piste que je voudrais vous montrer ici. Donc, comme je le disais en préambule, les musées sont nés dans un contexte occidental et dans une démarche décoloniale, il s'agirait de parvenir à un décentrement du regard. Ici, je vais vous montrer 2 exemples. Si ça veut bien. Voilà. 2 exemples. Donc ici, le premier exemple, le musée du Gadjo. C'est une installation de Gabi Jiménez dans l'exposition Barvalo au Mucem à Marseille. Donc l'exposition Barvalo, j'y reviendrai peut-être pas en fonction du temps qui nous reste, mais on verra. Donc cette exposition était consacrée à l'histoire et à la diversité des populations romanies en Europe. Donc les populations romanies sont désignées par diverses appellations: Roms, Sinti, Manouches, Gitans ou gens du voyage ou voyageurs. Et ils font l'objet d'un racisme important. L'installation, le musée du Gadjo, est donc pour moi l'un des points forts de l'exposition. L'artiste y inverse les perspectives. C'est-à-dire que les Gadjos, population sédentaire extérieure à la population romanie, donc techniquement moi je suis un Gadjo, je vis dans un immeuble à Paris, sont observés du point de vue faussement scientifique de la gadjologie, donc une science fictive qui les étudie. L'installation en fait détourne les codes du musée de société. Elle pointe ici l'absurdité de l'essentialisation, avec des généralisations abusives dans les cartels, avec une reconstitution de l'intérieur d'une famille de Gadjo. Donc on voit genre Jean-Jacques et Marcel dans leur salon. Avec 4 vitrines qui proposent un vrai fourre-tout. Alors vous voyez un bout de vitrine alors vous voyez en plus, on reprend en fait aussi le fronton, enfin le frontispice vraiment de le musée. C'est littéralement l'emoji musée. Et donc à l'intérieur vous voyez les vitrines. Donc les vitrines proposent un vrai fourre-tout qui reprennent les classiques de l'ethnologie, les origines anthropologiques, les rites de naissance, le mariage, la famille, les objets du quotidien, les rites funéraires. Bon, je pense que ça vous parlera. En tout cas, tout le monde ici, j'imagine, a visité un musée de société. Et voilà, c'est ce type-là de clichés. L'artiste les retourne complètement. Exemple suivant que je vous montre, c'est Our Shared Cultural Heritage. Il s'agit d'un programme porté par le British Council en partenariat avec le Manchester Museum et le Life Museum de Glasgow. Il s'adresse à de jeunes Britanniques de moins de 25 ans, en majorité des femmes, issues de la diaspora d'Inde, du Pakistan et du Bangladesh, 3 pays héritiers de l'Empire britannique. Elles travaillent collectivement à une meilleure visibilité de ces publics dans les musées à travers une série de projets. Alors le choix des villes partenaires n'est pas anodin. Manchester est une ville du nord de l'Angleterre dont l'essor au XVIIe siècle est intimement lié au commerce du coton et donc au commerce triangulaire. Et Glasgow est la principale métropole d'Écosse. Elle est considérée comme la 2e ville de l'Empire britannique après Londres.
Il me semble particulièrement intéressant ici de voir comment un groupe de jeunes issus de la diaspora du sous-continent indien s'empare des beaux-arts britanniques. En effet, parmi leurs réalisations, les participantes ont notamment travaillé sur la réécriture de cartels du Manchester Museum, en retirant des informations relevant de l'anecdote pour y mettre davantage en évidence l'héritage colonial de la ville. Bloc suivant, reconnaître le territoire. Alors le terme reconnaissance de territoire est une traduction québécoise de ce qui est appelé Land Acknowledgement en Amérique du Nord ou Acknowledgements of Country en Australie. Il s'agit d'une pratique qui consiste à reconnaître les populations qui ont précédemment occupé le territoire, Premières Nations au Québec, Native Americans aux États-Unis, Aborigènes et peuples du détroit de Torres en Australie ou encore Maoris en Nouvelle-Zélande. Elles sont pratiquées par les gouvernements, les institutions publiques ou même les marques lors de prises de parole publiques ou affichées dans leurs locaux, ainsi qu'en ouverture de manifestations scientifiques, de spectacles vivants ou encore de rassemblements sportifs. Ce qui me semble intéressant dans cette pratique, c'est qu'elle permet de rappeler l'histoire dans l'espace public. Elle va forcer les habitants et les habitantes des pays où elle est pratiquée à se confronter à leur histoire coloniale, à se familiariser avec les noms et les langues des peuples qui les ont précédés. Ici, je vous montre un exemple des musées australiens. Donc, j'ai fait un peu un panorama de l'ensemble des musées que j'ai visités la semaine dernière. Donc, en Australie, les reconnaissances de territoire ont émergé dans les années 70 dans les mouvements hippies. Et elles ont connu une accélération à partir des années 2000. Elles se sont développées dans les institutions et les services publics, et même, comme je le disais, les entreprises du secteur privé. Elles ont notamment connu une accélération depuis le Uluru Statement from the Heart en 2017, une déclaration qui a été portée par des leaders aborigènes et de populations du détroit de Torres, qui avait suggéré une feuille de route visant à la réconciliation. Et je pense qu'on est encore loin si on en croit les référendums les résultats du référendum The Voice, qui a eu lieu le week-end dernier. Ici, je voulais juste attirer votre attention sur les récurrences de ce qu'on peut voir. Alors, évidemment, bon, vous ne pouvez pas voir le détail, mais croyez-moi sur parole. On voit revenir régulièrement la mention du nom et parfois la langue des populations aborigènes de l'endroit où on se place, la référence aux aînés, ou elders en anglais, du passé, du présent, émergentes et émergents. Les reconnaissances que les territoires n'ont jamais été cédés dans le cadre de traités, contrairement à ce qui a pu être fait en Amérique du Nord, par exemple. Et enfin, la reconnaissance de l'apport de la culture, des arts et même des sciences aborigènes à la société australienne contemporaine. Vous noterez également sur l'exemple du Maritime Museum en bas à droite, la phrase « Always was, always be an Aboriginal land » qu'on lit et qu'on entend souvent en Australie. Toujours sur les Land Acknowledgements, je vous montre également deux exemples, l'un du musée McCord Stewart et l'autre du Brooklyn Museum. On reviendra sur le musée McCord Stewart tout à l'heure. Je vous ai parlé du musée McCord Stewart tout à l'heure. Là, on s'inscrit encore dans la démarche d'autochtonisation du musée. C'est, à ma connaissance, le seul musée du Québec à faire ce type de démarche, qui s'inscrit, il y a toute une série de ressources qui sont données en plus de ce texte. Il n'y a pas uniquement cette déclaration sur le site. Et d'après ce que je sais, il s'agit... cette liberté lui est permise parce que c'est un musée privé et les musées d'État ne sont pas encore allés aussi loin, en tout cas au Québec. Et à droite, vous voyez le Brooklyn Museum dont je parlais tout à l'heure. Il met en place un projet ambitieux car le musée avait choisi de ne pas faire une reconnaissance de territoire d'affichage. Donc il y a eu un vrai travail en profondeur avec les communautés concernées. Je vais un peu vite parce que je vois que le temps passe. Et en tout cas, je voulais vous rappeler que cet exemple aussi, il me semble, rebondit sur ce que Magali Dufaux et Kulasumb Kalinoe nous ont rappelé hier, l'importance de travailler avec les communautés dans le temps long et pas uniquement des one-shots juste pour dire que. Voilà. Dernier bloc de ce passage-là, établir des connexions. Donc les musées mettent régulièrement des objets en relation. Encore faut-il que ces relations soient pertinentes. Ici, je vous montre un exemple de la New York Historical Society. Un exemple qui vient de l'exposition Nature Crisis Consequence, qui traitait des enjeux du changement climatique à travers les collections, principalement de la peinture et de la sculpture.
Dans cette salle était présenté le déploiement du chemin de fer qui a été un vecteur important du développement économique aux États-Unis. Ce que je trouve particulièrement signifiant ici, c'est que le choix de la commissaire, donc Wendy Ikemoto, d'associer des œuvres d'art contemporain par des artistes autochtones et des tableaux peints à la fin du XIXe siècle. Les cartels vont permettre aussi une confrontation des perspectives. On a d'un côté celles et ceux qui ont profité de l'avancée du train et celles et ceux qui en ont souffert. Là encore, il ne s'agit pas d'effacer une quelconque mémoire de l'histoire ou de l'histoire de l'art, mais au contraire d'enrichir, de compléter, en apportant d'autres perspectives, d'autres points de vue qui sont habituellement peu évoqués. Je vais conclure très rapidement avec le musée d'une expérience située. Justement, puisque je vous parle donc de points de vue, cette troisième piste, c'est que je vous présente ici. Alors, je m'appuie sur le terme expérience située. Ça vient en fait des enseignements de la sociologie, notamment du travail de Donna Haraway, qui travaille à l'intersection des études féministes et des études de sciences et des techniques. Dans un article de 88, elle a formulé le concept de situated knowledge, donc les savoirs situés, qui déconstruit le mythe de l'objectivité scientifique. Les savoirs que la recherche produit viennent de positions situées qui sont celles des chercheurs et des chercheuses qui résultent de leur formation, du contexte historique, du contexte économique, du contexte culturel dans lequel ils et elles évoluent. Haraway pointe également les biais et les a priori qui pèsent sur les chercheurs et les chercheuses en produisant les angles morts du secteur académique. Donc si on le décline au musée, il s'agirait d'être en mesure de reconnaître cette position située et de faire en sorte que la programmation et les expositions, et plus largement l'offre culturelle, tiennent compte de cette place. Comme je le rappelais plus haut, les musées sont des institutions qui produisent des savoirs qui font autorité. Cette position oblige les musées à une responsabilité sociale d'autant plus grande puisque, comme vous le savez sans doute, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous cite donc un exemple rapidement du National Museum of the African American History and Culture de Washington. Donc c'est l'unique exemple que je vous montrerai ici. On voit donc une scénographie qui est très immersive, un parcours qui va débuter au début du Moyen-Âge, au sortir du Moyen-Âge, en Europe, en Afrique et en Amérique, au moment où la traite atlantique va commencer. La première partie donc déploie les enjeux de l'esclavage et du commerce triangulaire. Ensuite, on a l'intégralité de l'histoire des États-Unis jusqu'à l'élection de Barack Obama. Ce qui m'intéresse ici, c'est le choix de consacrer un musée entier à l'histoire et à la culture de la population africaine-américaine. Cette histoire est également d'ailleurs abordée au National Museum of American History, donc le musée national d'histoire américaine, mais pas de la même manière, pas dans le même volume aussi évidemment. Voilà. Dernier bloc. Écrire les expositions au nous. Donc pour conclure ce panorama, je vous propose quelques exemples qui ont en commun d'avoir été conçus par ou en étroite collaboration avec les populations concernées. Ce qui m'a frappé en les visitant, c'est l'usage du pronom « nous », un pronom qu'on trouve assez peu finalement dans les musées. Ces expositions opèrent un décentrement du regard en s'éloignant d'une perspective ethnocentrée, comme je l'évoquais dans la section précédente. Je vous ai parlé déjà du musée McCord Stewart, je vais vous le dire assez brièvement. Ici, vous voyez une exposition ouverte en 2021, qui est l'exposition permanente, qui s'appelle Voix autochtones d'aujourd'hui, savoir, trauma, résilience. L'exposition est basée sur un long travail d'enquête, une centaine de pièces qui sont montrées, 80 témoignages qui ont été recueillis auprès de personnes issues des 11 nations autochtones de la province. Et comme je le disais, cette exposition s'inscrit dans une démarche d'autochtonisation plus large du musée McCord. J'avance un peu vite, excusez-moi. Exemple suivant, Gary Garang, Sea Country à l'Australian Museum à Sydney et First Peoples au Melbourne Museum. Donc ça, c'est Gary Garang, Sea Country. Ce qui me semble important ici, c'est que ces expositions donc, ont été conçues par des personnes aborigènes, les commissaires sont aborigènes, en concertation avec les elders, donc les personnes qui font autorité dans la communauté, et on le ressent à la fois dans la structure des expositions et dans le propos, dans la place du récit qui est fait dans le parcours. Très brièvement, l'accrochage de l'Australian Museum est plutôt analytique. Il s'inscrit dans les codes attendus des collections ethnographiques au sein d'un musée d'histoire naturelle, comme en témoigne donc la scénographie. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est une très grande galerie qu'on traverse de part en part. Il n'y a pas de sens véritablement. C'est des blocs thématiques dans lesquels on chemine. J'attire votre attention dans le cartel sur l'intégration des mots en langue locale de la nation Eora, donc insérés au fil du texte et traduits entre parenthèses. C'est intéressant parce qu'il y a d'autres musées australiens qui ont abordé... Enfin, il y a plein de tests qui sont faits justement pour voir comment il est possible d'intégrer les langues locales dans les cartels.
Exemple prochain, donc au Melbourne Museum, l'approche est plus sensible et plus poétique. On peut y voir et y entendre de nombreux témoignages audio et vidéo, ainsi qu'une très belle installation vidéo sur la cosmogonie de la nation Kulin. Il n'y a pas vraiment de cartel au sens où on les entend habituellement, mais des témoignages, en fait, des commentaires. C'est-à-dire que les objets et les concepts qui sont exposés sont commentés par des personnes aborigènes qui ont été interviewées dans le cadre de la production de l'exposition. Je ne reviendrai pas sur l'exposition Barvalo que j'ai citée brièvement. Si vous voulez, on pourra en parler dans les questions. Je voudrais juste qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour échanger. Ce qui m'amène donc à la conclusion. En affrontant leur héritage colonial et esclavagiste, les musées sont amenés à interroger leur approche du service public. Cette démarche renvoie les institutions au rôle social qui est le leur et à la manière dont elles peuvent l'assurer, en réactivant au passage certaines des ambitions formulées au tournant des années 70-80 par le mouvement des écomusées, dont Karen nous a parlé hier, et par la nouvelle muséologie. En effet, documenter l'histoire des collections en associant les populations concernées ou lancer des recherches de provenance va servir à la fois à la diffusion des savoirs à tous les publics, et pas que en s'adressant aux publics les plus aisés ou les plus éduqués. De même, lutter contre les inégalités va permettre d'ouvrir les institutions à tous et à toutes, pas qu'aux personnes blanches, urbaines et diplômées. Un point que je n'ai pas beaucoup évoqué dans cette présentation, mais sur lequel nous pourrons revenir par la suite, c'est la question de la décolonisation des pratiques de recrutement dans les ressources humaines dans les établissements. Parce que interroger l'héritage colonial et esclavagiste des musées met également en évidence l'homogénéité sociale et le manque de diversité qu'il peut y avoir dans le recrutement du personnel. Certes, les femmes sont statistiquement nombreuses dans le secteur culturel, en France tout du moins, et les efforts pour atteindre la parité à la tête des établissements culturels commencent à porter leurs fruits, mais dans bien des musées en Europe, en Amérique du Nord et dans la zone océanienne, je crois aussi, les positions les plus élevées de la hiérarchie sont encore souvent occupées par des personnes blanches, issues des classes supérieures, très diplômés, hétérosexuels, cisgenres, c'est-à-dire pas des personnes trans, valides avec des guillemets d'ailleurs, quand nombre de personnes racisées ou des personnes en situation de handicap vont être reléguées à des postes moins valorisés, l'accueil, la surveillance, l'hygiène, la sécurité. Héritiers du siècle des Lumières, les musées se pensent comme des acteurs de la protection du patrimoine / matrimoine, on y reviendra cet après-midi, au service du progrès et, plus spécifiquement en France, au service de la formation des citoyennes et des citoyens. Mais ils sont à la fois les acteurs et les victimes d'un système qui produit des inégalités sociales, raciales et des inégalités de genre. La décolonisation remet en question le modèle du musée universel et elle pousse les musées à se réinventer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sébastien pour cette très belle présentation, ce très beau panorama et puis pour ouvrir toutes ces questions très importantes cette semaine dans le cadre de ce colloque. On a à peu près 10 minutes maintenant pour des échanges et des questions. Il y en a déjà une, c'est parti. Le micro arrive. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas redire ce que j'ai dit jeudi dernier. Juste 2 points de remarque. Enfin, peut-être 3. Félicitations, bravo. Je suis vraiment. Moi, ce que j'apprécie d'abord de ce que tu viens de dire, c'est de faire le lien avec ce qui a été dit hier. Ça pour moi, c'est le fil conducteur de la semaine. Voilà, en fait, c'est ça, c'est de rebondir, de faire écho à ce qui a été dit hier. C'est très pertinent. Et je rajouterai, alors pour la partie raconter une histoire au sein de l'histoire, là, je fais un petit clin d'œil à Alexandre. Voilà, Treuil, pour son propos hier. Et je pense qu'il faut rattacher cette partie-là, cette sous-partie avec Alexandre. Et de 2, est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être pour le public, en fait, le lien sur la boîte de Champollion. Et enfin, est-ce que j'imagine... Ok. Dans ta prochaine... Et puis la fréquence, la boîte de Champollion, c'est quoi? C'est 1 fois par mois? C'est mensuel? Normalement, c'est 2 fois par mois. Je présume que... Voilà, après, je laisse le micro et je présume que ce que tu dis aujourd'hui, il y aura peut-être quelque chose dans la boîte de Champollion, donc à suivre. Merci beaucoup. Merci Pétello. Donc la boîte de Champollion, vous voyez le lien en bas à gauche. Donc normalement, c'est 2 fois par mois. Là, il n'y a pas en ce moment, parce que je suis un peu occupé sur d'autres choses, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Normalement, j'alterne 2 formats. Il y a un format actualité,
où je vais relayer les ouvertures d'expositions, les publications d'ouvrages, les podcasts, les séries, les documentaires voilà, qui sortent. D'ailleurs, je vous incite, n'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous voulez que n'hésitez pas voilà, à me transmettre des informations. Je peux les mettre en avant dans le cadre de cette publication. J'ai parlé de l'inventaire Kanak dispersé. J'ai parlé de la rouverture du musée de Tahiti également. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas. Et le deuxième numéro, en alternance, c'est des ressources. Donc là, à ce moment-là, je vais faire plutôt des interviews de professionnels de musées, de chercheurs et de chercheuses, de militants, de militantes, pour avoir aussi un pas de côté quelque part. L'idée, c'est de sortir un peu de l'actu et de mettre un peu, rentrer en perspective en ayant des regards de professionnels du secteur. Voilà, j'ai à peu près un peu plus de 1000 abonnés aujourd'hui. C'est pas astronomique, mais c'est quand même correct. Et c'est globalement des personnes du secteur culturel, hein, principalement évidemment de ce que je sais à partir des retours qui me sont faits en in situ, en direct, ou également dans les adresses mail des gens qui sont abonnés. Je le vois en fait, qui viennent d'institutions publiques ou du service public principalement. Voilà. Merci, le message est passé, donc on va essayer d'avoir plus d'abonnés dans les jours qui viennent pour toi. C'est pas tant pour les abonnés, mais c'est plus pour les infos, n'hésitez pas, Bien parce sûr. que ça permet toujours de valoriser aussi ce que vous faites, c'est important. D'autres questions pour Sébastien, commentaires? Oui. Le micro pour dire, l'idée aussi pour moi, c'est de décentrer, vous comprenez, j'imagine, j'essaie de mettre en application ce que je prêche, c'est-à-dire de ne pas uniquement parler de la France et pas uniquement parler de l'Europe, donc c'est aussi pour ça que j'essaie de parler du contexte francophone, plus largement en fait aussi. C'est toujours chouette de remettre le nez dedans par rapport à jeudi dernier. Je ne sais pas si on en avait discuté, mais est-ce que tu as eu l'occasion de t'intéresser au Musée canadien d'histoire à Ottawa, qui est très proche en fait de ce que fait McCord, parce que dans l'exposition à l'époque quand j'ai visité, elle était récente, mais ça fait bien 6-7 ans, quelque chose comme ça. Donc ils travaillent beaucoup aujourd'hui avec les Premières Nations, justement, et ils mettent le regard notamment sur des histoires un peu gênantes de l'histoire québécoise, notamment les pensionnats. Donc c'est intéressant de voir ça aussi dans un grand musée, pour le coup, qui est plus gouvernemental. L'occasion de le visiter, mais en effet, je sais, on me l'a dit, j'ai pu le voir dans le cadre de ma veille, et pour le coup, celui-là, il a été refait, l'accrochage a été refait il y a quelques années, comme tu dis. Il y a également le musée de la civilisation à Québec, qui vient d'ouvrir un nouvel accrochage, également consacré aux Premières Nations. Alors, il y en avait déjà un précédemment, mais qui, pour le coup, je pense devait avoir bien 15 ans, facile, parce que quand j'ai fait mon stage là-bas, au début des années 2000, il y avait déjà, c'était le même accrochage. Et là, ils viennent de le refaire l'année dernière, je crois, et pareil, en concertation avec des Premières Nations, et vraiment dans un travail d'accompagnement. Voilà, je sais qu'en effet, le paysage évolue aussi au Canada, et la question la deuxième partie de l'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui à McCord traite notamment elle s'appelle Trauma, et elle traite évidemment notamment de la question des pensionnats, en effet. Merci Sébastien pour ta présentation, et comme Alexandre, j'ajouterais que c'est toujours intéressant de la réécouter une deuxième fois parce qu'on pense à d'autres choses. Magali Dufaux l'avait déjà signalé hier, et ça revient aussi pas mal dans beaucoup des discussions. C'est la question du temps long aussi, et des processus que demandent tous les travaux avec les communautés, certains projets à monter, le temps de les réfléchir, de les mettre en place, etc. Ce que tu as bien rappelé. Et du coup, je voulais souligner un bémol justement dans plusieurs des projets qui sont menés et que tu as pu citer, qui sont souvent des expositions temporaires pour une certaine partie d'entre eux, qui du coup sont aussi finalement un temps très court, qui appelle finalement à une suite aller au-dessus et aller au-delà. Et je pensais en particulier au poste de chargé de recherche de provenance que tu as pu citer, qui sont pour la plupart des CDD de 6 mois, qui du coup ne permettent pas d'avoir une recherche approfondie sur des fonds de collection de plusieurs milliers d'objets, avec des histoires extrêmement complexes et toutes presque uniques et spécifiques. Pour le moment, en tout cas en
en Hexagone, le seul poste à être ouvert en CDI, c'est la Cité de la Musique. Sinon, le musée de l'Armée, aussi bien que le musée du Quai Branly, ont des postes qui sont des contrats courts, précaires, ce qui mène aussi finalement à beaucoup de questions sur le fonctionnement des institutions. Merci Marion pour cette question/remarque. En effet, c'est clair que la question se pose. Cela étant, je ne défends pas les exemples que j'ai montrés, mais un petit peu. Ce que je dirais, c'est qu'il y a aussi des signaux faibles quelque part. C'est-à-dire que l'exposition voix autochtone du Musée McCord, elle s'inscrit dans une démarche plus large, comme je le disais. Donc ce qu'ils ont appelé, ce que Marie, Charles, alors, je ne vais pas retrouver son nom, donc je ne vais pas vous le dire, mais en tout cas, il y a une chercheuse qui a traduit en fait vraiment bon, je ne sais pas le dire, je suis désolé. Voilà, en autochtonisation. Et voilà, et donc il y a cette histoire de temps long. Je pense aussi que, par exemple, je peux vous parler du Quai Branly parce que j'y ai travaillé 8 ans, et des expositions comme Black Indians l'année dernière ou comme Songlines cette année, elles n'avaient pas lieu dans les années 2010. Le propos qui était développé, il n'était pas entendable au Quai Branly à ce moment-là, en fait. Et le gap qu'il y a entre Black Indians et Indien des Plaines en 2016, je crois. C'est énorme, en fait. Donc, ce que je voudrais dire, c'est juste par rapport à ce que tu disais, clairement, il y a énormément de travail encore à faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques petites choses qui se passent, qu'il me semble intéressant d'observer. Et voilà. Et pareil, la question des recherches de provenance, comme tu le dis, ça croise aussi avec cette question de la précarité, hein, clairement. Mais ces postes-là, ils existent aussi, déjà. Et encore une fois, ça, il y a 5 ans, ils n'existaient pas. Donc, c'est ça que j'observe. Mais voilà, je pense que c'est des questions complexes. Oui. Merci, Sébastien. Je voudrais juste poser une question qui est liée en fait à l'utilisation des langues. Parce que quelque part, j'ai l'impression que ça rejoint aussi plus globalement l'utilisation des langues minorées dans l'espace public, au-delà du musée. Et donc, ma question, c'est est-ce que, d'après toi, dans les veilles que tu as pu observer, on a des cartels en plusieurs langues dans des musées, dès lors que dans l'espace public, c'est globalement accepté dans ces régions-là qu'on accepte les langues minorées, dans des régions, des territoires ou des pays, où les musées sont moteurs dans une réflexion plus large de l'espace public. Est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est la cause ? Voilà, c'est... Ou les deux, ou je sais pas. Ou est-ce que c'est... Enfin, je sais. Bref. Sur le tout petit périmètre qui est le mien, enfin sur le corpus très, très petit, je dirais, je pense que clairement, quand un pays est habitué à avoir plusieurs langues, c'est plus facile de les avoir dans les musées. Donc évidemment, c'est sûr qu'en Belgique ou au Canada, on trouve plus facilement deux langues. Juste parce que même techniquement, légalement, c'est souvent obligé. C'est beaucoup plus compliqué dans les espaces où on n'a pas l'habitude d'avoir ça. Les espaces anglophones, je vois quasiment pas, enfin moi j'ai pas d'exemple qui me vient de choses bilingues dans un pays anglophone. On a de l'anglais et c'est tout, quoi, a priori, enfin, quasiment. Après, il y a d'autres choses aussi. La langue, elle peut être portée par d'autres biais. Il y a les audio-guides, il y a les guides conférencières, enfin voilà, il peut y avoir d'autres trucs. Mais j'aurais tendance à croire que, pour le coup, les musées suivent plutôt. Mais encore une fois, c'est vraiment sur un corpus très petit. Hein. Je ne veux pas faire de généralisation. Voilà. Il me semble qu'il y avait encore une dernière question ici. Oui, merci pour la présentation. Alors, moi, ça va peut-être plutôt être une remarque. C'est vrai que par rapport à la présentation qui a été faite hier par Marianne et Frédéric sur l'aspect sur le travail avec les communautés, etc., est-ce que le mot décoloniser n'est pas trop fort ? Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de réappropriation de l'espace muséal par les communautés ? Parce que c'est vrai que typiquement en Calédonie, une partie de la population est dans souhaite l'indépendance. Donc, est-ce que c'est pas trop fort de parler de décolonisation ? Est-ce que ça peut pas, est-ce que ça va pas effrayer, si on veut, je veux dire les professionnels ou même nos politiques, de parler de décolonisation ? Parce que tu l'évoquais, c'est vrai que les musées d'État, donc nous, les musées sont souvent une partie sont subventionnés par les institutions. Voilà, est-ce que c'est pas trop fort comme terme ? Nous, on est plutôt dans un processus de réappropriation
Enfin, c'est le terme, en fait, surtout en fonction de notre situation politique actuelle. Qui pourrait effrayer en fait. Mais clairement, je suis tout à fait d'accord. Hein. Ce terme-là, en France, enfin en Hexagone, clairement, il continue de choquer. Hein. Moi, j'ai aussi des retours négatifs. Il y a des gens qui comprennent pas, qui le trouvent insultant, dérangeant, qui pensent que c'est fini. Enfin, c'est fait déjà en fait. Hein. Les colonisations, c'était les années 60. Maintenant, c'est terminé. Donc, il n'y a pas besoin d'en parler, en fait. Donc, voilà, ça pose, y a ça c'est le premier point. Après, je dirais que le deuxième point aussi, c'est que, quelque part, ça revient sur la question d'Emmanuel Tjibaou aussi. C'est comment est-ce qu'on perçoit ce terme-là de décolonisation, ces démarches-là, en fonction de l'endroit où on est, en fonction de l'endroit où on se situe, clairement. Quand on est un pays qui a été anciennement colonisateur ou un pays qui a été lui-même anciennement colonisé. Clairement, je pense que c'est vaste et la question même du vocabulaire et des mots qu'on utilise, en effet, elle est plus large, clairement, que ce que j'ai pu évoquer là brièvement.